bonjour à tous. Bienvenue à ce webinaire. Donc, c'est le 4e webinaire qui est organisé sur la thématique des décisions cliniques partagées et la participation des patients aux soins et à la recherche. Donc, on va peut-être laisser 1 ou 2 minutes aux personnes qui sont en train de se connecter. Vous êtes, on voit le compteur progressivement en train de vous connecter sur la plateforme. Donc, bienvenue à ce webinaire. Je crois que vous êtes plus de 300 inscrits à cet après-midi et 19 pays sont représentés. Donc, c'est un grand plaisir que j'ai à modérer cette session. Donc, je suis Julien Cartier, docteur en santé publique, responsable de l'information des publics au sein du département prévention cancer-environnement au Centre Léon Bérard. Centre Léon Bérard qui accueille aujourd'hui ce webinaire. Alors, pour faire quelques présentations de ce centre, Centre Léon Bérard, c'est donc un centre régional de lutte contre les cancers qui est un établissement privé d'intérêt collectif participant au service public hospitalier et donc qui a des missions de prévention, de soins, d'enseignement et de recherche avec plus de 1700 cliniciens, chercheurs, médicaux et soignants, paramédicaux et administratifs qui sont complètement dédiés à la prise en charge globale des patients atteints de cancer et de leurs proches. Et dans ce centre, nous avons une unité dédiée à la prévention cancer-environnement, donc il y a une dizaine d'années, dans lequel j'ai le plaisir de coordonner un axe information des publics avec Noah Mounjid, que j'aurai l'occasion de présenter tout à l'heure, qui est parmi les intervenants. Alors, le Centre Léon Bérard, c'est un grand centre de référence en cancérologie. Et avec nous, sur site, on a aussi le plaisir d'accueillir le docteur Christelle Ford, donc, qui est chirurgien en scénologie, qui interviendra également avec les autres intervenants sur les outils d'aide à la décision sur le cancer du sein. Et puis, on accueille également pour la France le docteur François Blot, donc, qui est à l'Institut Gustave Roussy, qui est aussi un des 18 centres de lutte contre le cancer en France. Ces centres de lutte contre le cancer, qui sont nés des ordonnances 45, fédèrent 18 grands groupes hospitaliers et qui sont fédérés au sein d'une fédération qui s'appelle Unicancer. Et donc, cette fédération Unicancer adhère à l'association européenne Shared Patient Experience qui réunit plusieurs groupes hospitaliers européens intéressés par le partage d'expertise sur l'amélioration du vécu des soins par le patient et du développement de relations de partenariat entre les patients et les équipes. Et aujourd'hui, c'est véritablement cette thématique de la décision partagée et de la participation des patients. Quelle place donne-t-on aux patients aujourd'hui dans la prise de décision partagée? C'est un vrai enjeu, en particulier dans le contexte français que je connais mieux, mais c'est aussi dans le cadre européen que l'on a développé les mêmes approches. C'est en France la loi du 4 mars 2002, qu'on ne peut pas manquer de citer, relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, qui fait qu'à partir de ce moment-là, le patient véritablement a changé, la relation médecin-patient a changé et l'évolution de la place du patient s'est faite voilà, ces 20 dernières années avec une place de plus en plus importante à la décision, à la discussion partagée en santé. Donc, ce webinaire a pour but de à la fois faire le point sur les connaissances actuelles et vous donner des expériences pratiques au niveau européen en matière de prise de décision partagée. Et donc, c'est 4 orateurs que je vais vous présenter très brièvement. Vous avez pu les découvrir dans les vidéos qui sont sur le site de Shared Patient Experience. Et donc, ces 4 orateurs, je vais vous décrire un petit peu à la fois de quel horizon professionnel ils vont parler et puis quelques messages clés qu'ils vont pouvoir nous exposer au cours de ce webinaire et ensuite répondre à toutes vos questions sur les thèmes qui sont abordés. Donc, je vois que les gens se connectent aussi progressivement encore. Donc, dans l'ordre d'intervention
de mes collègues aujourd'hui. Donc, il y aura d'abord le docteur Kevin Selby. Donc, merci, docteur Selby, d'être parmi nous. Vous êtes chef de clinique à Unisanté, à l'Université de Lausanne, et vous avez fait vos études de médecine à Boston, à la Harvard Medical School. Ensuite, vous êtes spécialisé en médecine interne. Et puis, vous êtes voilà, depuis maintenant presque une dizaine d'années basé en Suisse. Et vous avez développé à la fois une vision de clinicien et de chercheur sur ces questions d'aide à la décision. Et vous allez nous parler à la fois de la place de la décision partagée dans l'enseignement, ce qui est une partie très importante de l'implémentation de la décision partagée. Et puis également, vous allez nous faire part de cette expérience de groupe participatif où vous avez monté des groupes de patients et vous allez nous expliquer comment, quel impact dans le concret, en pratique clinique, ces patients s'activent dans l'Université de Lausanne et au CHU. Ensuite, on aura le plaisir d'accueillir le professeur Chantal Van Donheuvel. Merci d'être là. Vous êtes directrice de l'UQA, qui est un centre de recherche et de conseil en matière de soins. Donc, merci de faire la présentation en français, c'est très appréciable. Et on a vu votre vidéo également. Professeur, vous êtes titulaire au Centre universitaire de médecine générale à l'université belge de Louvain. Le KU Leuven, hein, c'est ça, université néerlandophone belge à Louvain. Et vous allez insister sur l'approche centrée par le patient, patient-centered care, qui est la décision partagée est une voie vers l'amélioration de cette approche centrée sur le patient, et en insistant également sur les différents modèles de la décision, à la fois le rôle important de l'evidence-based dans le développement de ces outils, et puis l'importance de ces decision aids en pratique clinique. Et vous allez nous donner quelques exemples. Vous étiez notamment très impliqué sur des questions de santé mentale, et donc vous allez nous faire part de votre expérience là-dessus. Ensuite, nous accueillerons le docteur François Blot. Merci également d'être avec nous en plus sur site à Lyon. Donc, vous êtes chef de service de réanimation à l'Institut Gustave Roussy et vous coordonnez aussi le parcours, la mission expérience patient, le comité d'éthique de l'Institut Gustave Roussy, et donc vous êtes aussi un clinicien chercheur qui s'intéresse beaucoup aux questions de place des patients dans la décision, d'éthique médicale, et vous allez nous expliquer en quoi la décision partagée s'impose comme un des leviers de l'éthique médicale, et quel est aussi le reflet de l'évolution de notre société, et en quoi on pourra aussi mettre en œuvre de façon opérationnelle, en correspondance avec les préférences des patients, cette décision partagée. Ensuite, nous aurons le professeur Nora Mounjid Ferjaoui, qui est aussi à Lyon, je le disais, qui co-coordonne avec l'aspect, la casquette recherche interventionnelle sur les questions d'information et de décision au Centre Léon Bérard, et qui est aussi maître de conférence à l'Université de Lyon, habilitée à diriger des recherches, économiste. Elle encadre de nombreux travaux de thèse sur les questions de décision partagée et autour de la perception des risques de cancer. Et donc, ces recherches ont notamment permis, en lien très étroit avec les cliniciens du Centre Léon Bérard, dont le professeur Alain Brémond, le docteur Christelle Faure et d'autres, d'outils d'aide à la décision sur le cancer du sein. Donc, elle nous fera part de son expérience. Et donc, j'ai quand même le grand privilège de pouvoir modérer cette session avec ces intervenants de grande qualité, reconnus au niveau international. Vous pourrez les googliser, aller voir dans PubMed toutes leurs publications extrêmement pertinentes. Et l'idée, c'est qu'on puisse répondre à toutes les questions au fur et à mesure lorsque vous les postez sur le chat, sur ce Zoom. Vous n'hésitez pas, au fur et à mesure des interventions, à les poser, ce qui nous permettra d'en débattre ensuite à l'issue de chaque intervention.
Voilà, donc je vais laisser la place au docteur Selby pour démarrer la synthèse des messages clés qu'il souhaite faire passer à l'occasion de ce séminaire. Merci beaucoup pour cette introduction qui donne bien le cadre. Donc, dans ma présentation, j'ai surtout parlé de 2 expériences à Lausanne. La première expérience, c'était dans l'enseignement. Ce qui s'est passé, c'est que dans les derniers 2 ans ou 3 ans à Lausanne, ou dans toute la Suisse, la décision partagée est devenue une compétence que les étudiants en médecine doivent pouvoir démontrer à la fin de leur cursus en médecine. Ça a vraiment changé les choses ici parce que pendant longtemps, la décision partagée était discutée dans les cours, mais plutôt à quelque chose à très haut niveau, comme un peu conceptuel, comme quelque chose de désirable. Mais comme on sait tous, une fois que quelque chose est de manière concrète sur l'examen, ça change la donne. Donc, en 2018, on a commencé avec un poste pilote sur l'examen des compétences cliniques observées. Les étudiants ont assez bien fait, en fait. On voit que les outils de communication étaient déjà présents. Par contre, une fois en 2019 qu'on a on a mis en place un cours, ça a changé parce que maintenant, les étudiants, ils observent une vidéo de décision partagée, ils réfléchissent à, disons, à quelle situation la décision partagée est souhaitable et ensuite, ils mettent en œuvre dans diverses situations cliniques la décision partagée. Donc ça, c'est la première. Je serais très content d'en parler plus si les personnes en souhaitent. La deuxième expérience, c'est que dans le développement de nos outils de décision, nous avons créé ce qu'on appelle un groupe participatif de citoyens. Parce que nous, on parle surtout de prévention. Donc, ce n'est pas des personnes qui sont déjà des patients, c'est surtout des personnes qui réfléchissent à s'ils veulent certains examens ou prestations de prévention ou pas. Et pour ça, on avait toujours un certain manque de ressources comme tout le monde. Et ce qu'on a mis en place, c'était un groupe participatif avec un pool, vraiment un groupe de 50 citoyens qui pouvaient de manière régulière donner des retours sur des outils d'aide à la décision. Et pour ça, on a fait ce qu'on appelle des, des cercles de PDSA ou des cercles d'amélioration de la qualité de nos outils ensemble avec ce groupe citoyen. Aussi, quelque chose qui a beaucoup enrichi la qualité de nos outils et duquel on a beaucoup appris. Donc, en ce moment, à Lausanne, nous avons maintenant 5 ou 6 outils d'aide à la décision. On est encore en train d'essayer de créer plus. On a ce cours pour les étudiants, puis on essaie de réfléchir comme tout le monde à comment mettre en œuvre, comment implémenter la décision partagée dans la vraie vie clinique des patients et des cliniciens. Merci. Je laisse la parole au professeur Chantal Vandeneuve. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, très bien. D'accord, merci pour l'invitation. Je fais de mon mieux pour m'exprimer en français. Ma langue maternelle est le néerlandais. Ma présentation, je l'ai fait en anglais parce que c'est plus confortable pour m'exprimer, mais j'espère que je serai compréhensible cet après-midi. J'ai fait beaucoup de recherches dans ma carrière concernant les soins, la décision partagée, depuis les années 80 déjà, dans mon propre doctorat, dans le contexte d'un choix d'un traitement dans les soins de santé mentale. Dans la première ligne, comment choisir une approche qui est le mieux pour un certain patient. Puis après, dans le cancer du prostate localisé, dans le screening pour le prostate aussi. Mais ce qui m'a frappé au cours des années, c'est que une fois que le projet est terminé, la pratique disparaît aussi. Hein? L'implémentation dans la pratique courante
continue est un problème. Et on se demande alors, comme chercheur, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour être certain que cette pratique qui est si un élément clé dans les soins person-centered care, hein, centrés sur la personne du patient, les soins qui sont focusés sur l'objectif de la qualité de vie et la qualité de la mort aussi, hein, d'un patient, soit réalisés d'une façon permanente. Et cela a été le focus des derniers projets que j'ai pu réaliser et où j'ai été fort content des résultats qu'on a obtenus. C'était dans le contexte de la planification précoce des soins pour les personnes qui souffrent de démence. Et là, à ce sujet-là, au moment de la diagnose, au moment du diagnostic, la planification précoce n'est pas faite, hein, parce que des deux côtés, souvent, les personnes ne veulent pas parler, n'acceptent pas, sont dans la négation. Hein, mais au moment où une personne fait la transition des soins à domicile vers une maison de repos, c'est un moment clé pour ouvrir la discussion des choix pour la fin de vie et les soins qui sont nécessaires. Et alors, dans ce contexte, on a développé une approche de formation pour le personnel. Et on a pu constater qu'au début, dans la phase pilote, après la finalisation du projet, on avait appris beaucoup, mais quand on regardait après 3 mois, dans les entretiens avec les membres de famille et les personnes de démence, on ne retrouvait pas l'approche de la décision partagée avec l'échelle Option qu'on a utilisée pour analyser les enregistrements des entretiens. Donc, là, on a, dans un deuxième mouvement, réalisé une approche qui était beaucoup plus implémentée dans l'organisation. D'abord, la vision de l'organisation avec la personne au centre. Deuxièmement, on a invité, et non seulement invité, mais aussi obligé le management, le coordinateur, de participer à la formation sur la décision partagée. On a aussi impliqué toute l'organisation et l'équipe en leur donnant une liste de topics qui étaient intéressants pour préparer l'entretien avec les patients et leurs membres de famille et qui ne focusaient pas sur un avis, hein, quelle est la meilleure solution pour vous ou pour votre membre de famille, mais quelles sont les options. Dans la préparation au niveau de l'équipe, c'est nécessaire que déjà cet objectif est présent, l'objectif de formuler les options. Et un troisième élément qui était fort important, je crois, c'est qu'on a aussi fait une campagne. Déjà à la porte d'entrée, il y avait une carte dans laquelle les membres de famille et les personnes avec les démences étaient invités à formuler leurs questions. Quelles sont mes options? Hein? Quel est le choix? Qu'est-ce qui va arriver quand on ne fait plus rien? Hein? Quand il s'agit, par exemple, d'aller à l'hôpital au lieu de rester dans la maison de repos pour la fin de la vie. Et alors, on a pu constater dans notre recherche qu'après 3 mois et après 6 mois qu'on avait de nouveau les entretiens à analyser, que les résultats étaient déjà beaucoup mieux qu'au début en comparaison avec un groupe de contrôle. Hein, et cela a été un fort soutien de l'idée qu'il faut vraiment faire un effort pour les organisations, donner des informations, les decision aids aussi, avoir des aides qui sont vraiment evidence-based, c'est une condition pour que les personnes puissent participer à la décision et c'est différent dans les différents contextes d'oncologie ou la maison de repos, mais de toute façon,
je crois que c'est une approche importante pour être certain que cette pratique qui est si importante soit réalisée à long terme. Voilà, merci. En cours parole, ce qui est l'essentiel de ma présentation. Merci beaucoup. Alors, il y a eu un petit problème technique, du coup, je vais céder mon fauteuil au docteur François Blot. Voilà. C'est bon? Ah bah, très bien. Bonjour. Donc, moi, je m'appelle François Blot, je suis effectivement médecin réanimateur et je m'occupe également du comité d'éthique à Gustave Roussy pour faire un petit retour sur notre implication, l'implication des centres de lutte contre le cancer français dans la prise de décision partagée, de la jonction entre SPX et Unicancer l'année dernière, et donc la Fédération des centres de lutte contre le cancer est né un groupe de travail expérience patient au sein d'Unicancer qui regroupe à peu près la moitié de nos centres et qui a identifié 5 ou 6 axes de travail, parmi lesquels l'un des plus avancés est le groupe de travail sur la prise de décision partagée, sur lesquels trois centres de lutte contre le cancer français travaillent plus particulièrement, Lyon, vous entendrez Nora Moumjid et Christelle Faure tout à l'heure, Marseille et Villejuif, d'où cette présentation. L'axe Lyon-Villejuif a aussi donné lieu en 2015 à la création d'un groupe de coopération francophone qui s'appelle Freedom, comme French Decision Making, avec l'inscription dans plusieurs projets nationaux et internationaux. En France, par exemple, nous travaillons avec le ministère de la Santé et le service public d'information en santé sur la prise de décision partagée dans la prévention du risque cardiovasculaire. Enfin, toujours l'axe Lyon, Marseille, Paris, Villejuif, nous travaillons sur le développement et l'implantation plus large d'outils d'aide à la décision, à la prise de décision partagée dans la chirurgie mammaire en particulier. Donc, pour revenir à notre présentation et à la vidéo que vous avez, pour certains d'entre vous, pu voir sur le site, je laisserai ensuite la parole à Nora Moumjid et Christelle Faure, mais nous avons d'abord essayé de véhiculer le message selon lequel la prise de décision partagée, c'est un processus qui passe par une acculturation d'abord du monde des soignants et par un changement de posture qui de vertical devient plus qui permet de rétablir un équilibre entre la position supposée sachante du professionnel de santé et les savoirs expérientiels du patient et le recueil des valeurs et préférences du patient. Ça ne doit pas être qu'un simple changement de posture, et c'est ce qu'a tenté de montrer notre vidéo avec le témoignage d'un patient, M. Guyot Sonnet, qui a raconté de façon très explicite son expérience d'échange avec le monde médical et de rééquilibrage de la prise de décision dans un sens qui prenait en compte de façon plus appropriée son expression de valeurs et de préférences. On te demande à ce que tu enlèves ton masque pour qu'on t'entende mieux. Donc, je remets le mien. Alors, tu remets le tien. De toute façon, j'ai presque fini, donc j'espère que vous m'entendez mieux maintenant. Et donc, la prise de décision partagée, c'est non seulement un changement de posture du côté des soignants, et donc des médecins en particulier dans l'échange qu'ils ont avec le patient. C'est également un changement de posture de la part des patients qui doivent pouvoir savoir que l'expression de leurs valeurs et de leurs préférences doivent être sollicitées et doivent être entendues.
c'est en accord avec l'évolution de la société et des mentalités depuis maintenant des années et des années, peut-être plus avancées dans le monde anglo-saxon que dans un monde comme le nôtre, francophone, peut-être un peu plus basé sur le paternalisme, mais nous avons des lois de santé qui, depuis maintenant 20 ans, établissent ce rééquilibrage au profit des droits du patient. C'est également en accord avec les principes éthiques et notamment le principe d'autonomie qui, là aussi, doit rééquilibrer et contrebalancer les principes de bienfaisance et de non-malfaisance. Et donc, pour toutes ces raisons-là, la prise de décision partagée dans de très, très nombreux domaines de la santé mérite d'être portée au plus haut. Merci. Donc, je vais tout de suite donner la parole à Nora Moumjid, qui prend le relais, c'est la suite de l'intervention de François. Très bien. Merci Julien. Bonjour à tous. Donc, simplement pour reprendre on va dire, les points essentiels que nous avons présentés dans la vidéo. Ah, je dois enlever mon masque aussi pour mieux être entendu. D'accord. Très bien. Non, pas de souci. Donc, je disais simplement en substance, pour revenir un petit peu, comme François Blot vient de le dire, sur les propos principaux qu'on a souhaité véhiculer dans la vidéo. Ils tiennent en fait en quelques mots, à savoir du point de vue de la littérature. Les travaux se comptent maintenant depuis une vingtaine d'années en milliers au niveau mondial sur la prise de décision partagée, que cela concerne les soins primaires, comme la prévention également, ou les prises en charge des maladies chroniques, comme notamment la cancérologie. Donc, très clairement, tous ces travaux montrent que ce n'est pas une mode, comme parfois on peut l'entendre. La prise de décision partagée, on en parle beaucoup effectivement depuis le milieu des années 90, mais les premiers travaux remontent aux années 50. Et comme l'a très bien souligné François Blot, elle nécessite des changements de posture. Et comme Kevin Selby l'a souligné tout à l'heure, du côté des soignants, ce changement de posture, cette acculturation passe par la formation pour les soignants, pour les professionnels de santé de façon même générale. Et du côté des patients, elle passe également à travers des messages véhiculés par des associations de patients, notamment, mais par les patients eux-mêmes. Et tout à l'heure également en introduction, Julien a pu citer dans notre pays la loi du 4 mars 2002, qui a été effectivement un vrai changement de paradigme et qui a été finalement l'introduction à ce qu'on appelle la démocratie sanitaire, qui est clairement supportée, poussée par les usagers du système de santé dans notre pays. Donc, ce sont les points importants. Alors après, il est vrai, comme l'a dit tout à l'heure notre collègue belge, il y a malheureusement un gap entre les travaux de recherche et finalement l'implantation en pratique courante. Et c'est là où aussi, on va dire, les efforts sont à mener à travers la formation, mais aussi à travers encore plus de travaux pour des implantations qui finalement arrivent à devenir à être ancrées dans les pratiques des professionnels de santé. Et ça, je crois que c'est l'enjeu, on va dire, c'est l'un des enjeux en tout cas de la prise de décision partagée. Moi, je suis complètement d'accord avec ce que vous avez dit tout à l'heure. Et justement, ce qu'on a essayé de faire, comme l'a souligné Julien et François tout à l'heure aussi, en lien aussi avec nos collègues suisses, dont Kevin ici présent, c'est d'essayer justement d'implanter la prise de décision partagée, que ce soit en prévention, mais aussi en traitement, en cancérologie. Et Marianne Durand, qui ne peut pas être présente aujourd'hui, en lien avec Marie Bagné à l'Institut Paoli Calmette, ont beaucoup travaillé sur l'implantation d'outils d'aide à la décision dans le cancer du sein.
Dans le cancer de la prostate, vous avez eu également dans la vidéo le retour de Monsieur Sionnet par rapport à son vécu de la prise de décision partagée dans le cas du cancer de la prostate. Et je vais laisser la parole à Christelle Faure, qui travaille et qui a travaillé depuis longtemps, notamment avec Alain Brémond et Hervé Mignotte, et aussi en lien avec Christine Durieux-Brucker, sur la prise en charge thérapeutique des patientes atteintes d'un cancer du sein. Et donc, c'est un retour d'expérience sur la prise de décision partagée en pratique clinique courante cette fois-ci, donc pour de vrai et depuis plusieurs années. Donc voilà, je laisse la parole à Christelle, si tu en es d'accord, Julien. Très bien, merci Nora. Je vais aussi enlever mon masque. Bonjour à tous, donc Christelle Faure, je suis chirurgien gynécologue au Centre Léon-Bérard. Donc comme a expliqué Nora, nous avons débuté ce projet il y a un peu plus de 10 ans. Donc la difficulté initiale, c'est en effet de créer des outils d'aide à la décision qui sont adaptés à une situation clinique. Et les premières difficultés que nous avons rencontrées, parce que bien sûr, il faut évaluer ces documents, ça a été que ces documents soient, d'une part, expriment toutes les possibilités de traitement, l'avantage et les inconvénients de chaque situation, mais que ces documents ne majorent pas l'anxiété des patientes. On avait mis des photos, par exemple, au début, et en re-questionnant les patientes, on s'est aperçu que ces photos entraînaient une anxiété. Et donc, c'est extrêmement important de fabriquer des outils clairs et de les évaluer. Ça a été la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est d'essayer de sélectionner des situations cliniques. Les situations cliniques, elles sont définies par le fait qu'on a plusieurs propositions thérapeutiques qui ont une survie identique. Donc, on a commencé pour la discussion entre traitement conservateur et mastectomie chez des patientes où on pouvait proposer les deux situations. Donc, il y a 10 ans, dans les congrès, ça a été compliqué de discuter de cette possibilité de décision partagée, puisque les chirurgiens, au début, ont trouvé ça extrêmement difficile de proposer à des patientes des mastectomies alors qu'on pouvait proposer des traitements conservateurs. Et dans notre expérience, on a vu qu'il y avait entre 10 et 20% des patientes qui choisissaient une mastectomie alors qu'on aurait pu proposer un traitement conservateur. Des études nord-américaines ont montré qu'il y avait une qualité de vie qui était améliorée avec une anxiété diminuée quand on accédait aux souhaits des patientes. Donc, je pense que c'est important de faire ces propositions. On a étendu cet outil de décision partagée à d'autres situations cliniques qui sont par exemple la chimiothérapie néoadjuvante ou la mastectomie, qui sont maintenant la proposition de reconstruction immédiate ou pas. Donc sinon, la difficulté en effet, ce qu'a dit notre collègue suisse, c'est la manière de présenter les outils et de présenter les choses. Parce qu'aussi dans l'évaluation, parce qu'on a travaillé avec Christine Durieux qui est psychologue, on s'est aperçu au départ qu'on pouvait majorer pour certaines patientes l'anxiété en présentant d'une certaine manière qui n'était pas la bonne. Et c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait en fait 3 types de patientes et qu'il fallait tout à fait détecter les patientes qui ne souhaitaient pas faire un choix. Parce que si on ne détectait pas ce type de patientes, on les laissait dans l'incertitude. Et ça majorait l'anxiété de façon extrêmement importante. Et donc, c'est quelque chose qui s'apprend des jeunes médecins qui est extrêmement importante. Et d'ailleurs, dans l'équipe, on a vu que c'est compliqué d'essayer avec d'étendre cet outil. Donc, juste les difficultés, c'est développer des outils qui soient simples et bien évalués, de sélectionner des situations cliniques où c'est important de faire cette décision partagée et d'apprendre à réaliser cette décision partagée sans majorer l'anxiété des patientes. Merci beaucoup. Alors, on commence à avoir quelques questions. Je rappelle aux participants de ne pas hésiter à poser vos questions sur le chat. Et on vous propose aussi, donc avec l'association Chers Patients d'Expérience, de participer
au sondage en tant que participant au webinaire. La première question du sondage, c'est: avez-vous le sentiment que le patient participe activement aux décisions cliniques dans votre institution? En effet, il nous paraît intéressant de savoir, puisque parmi les participants, il y a des différents groupes hospitaliers européens. Il serait intéressant de savoir si, dans votre institution, vous avez le sentiment que le patient participe activement aux décisions cliniques. Donc, premier sondage de ce webinaire. Le temps que vous puissiez répondre, je vais poser une première question. Donc, ça va s'adresser à l'ensemble, mais peut-être plus spécifiquement au professeur Kevin Selby. On a une question qui est pour choisir des formations à la décision partagée, pourriez-vous préciser des critères qualité permettant de mieux opter dans l'offre large existante? Donc, est-ce qu'il y a des critères qualité, on va dire un standard qualité dans ces formations qui permettrait de faire un peu le tri? Et si on veut se former à la décision partagée, où est-ce que vous nous conseillerez d'aller et les points de vigilance à avoir pour sélectionner cette offre? Oui, merci beaucoup pour la question. Alors, mettez votre micro. Oui, est-ce que vous m'entendez là maintenant? Vous ne m'entendez pas. Là, ça fonctionne? Vous m'entendez? Oui, parfait. Désolé pour ça. Donc, je laisse aussi les autres experts dans ce groupe me corriger, mais je ne suis pas au courant de standards par rapport à la formation en ce moment. Donc, il y a des standards connus pour les outils d'aide à la décision, qui sont les standards IPDAS. Et par contre, il y a un groupe de recherche aussi francophone basé à Laval qui ont fait énormément de travaux, beaucoup de travaux sur les formations d'aide à la décision, qui ont aussi un répertoire de quasiment toutes les formations qui ont été faites au niveau mondial. Et dans ça, vous pouvez trouver différentes formations qui ont aussi un niveau de preuve assez élevé. Dans ça, il y a aussi, eux, ils ont développé quelques formations qui sont disponibles sur le web, soit sur la décision partagée ou sur la création d'outils d'aide à la décision. Donc ça, c'est une ressource. L'autre ressource qui est utile, en fait, Marianne Durand, qu'on a discuté, mais qui a pas pu participer aujourd'hui, elle a fait ce qu'on appelle un scoping review, donc un revue systématique de la littérature, aussi sur les formations qui peuvent aussi être utiles. Pour le moment, notre formation qu'on a fait à Lausanne, je suis très content de le partager si vous souhaitez prendre contact avec moi, mais nous n'avons pas de volet tout est fait en présentiel. Donc, c'est juste pour nos étudiants pour le moment. On partage assez souvent au niveau suisse par rapport à ces formations, mais nous n'avons rien qui est disponible sous forme électronique pour le moment. OK. Est-ce que d'autres personnes veulent compléter la réponse du professeur Selby? Peut-être d'un point de vue universitaire, je pensais à Nora, si tu peux peut-être dire, notamment, je pense, dans le cursus des études médicales et de pharmacie, là où quel est un peu le programme qui est proposé, et puis est-ce que si un médecin veut se former à la décision partagée, où est-ce qu'on pourrait le conseiller d'aller? Je suis déjà complètement d'accord avec ce que Kevin a souligné, avec l'environnemental scan qui est proposé par les collègues de Laval, donc l'équipe de France Légaré, avec également l'équipe d'Annick Giguère qui propose aussi une formation à la prise de décision partagée de façon numérisée en ligne gratuitement depuis quelques mois. Et puis, il y a également au niveau non francophone cette fois-ci, plutôt germanophone, l'équipe de Martin Herter à l'Université de Hambourg qui propose aussi, qui a beaucoup travaillé sur la formation à la prise de décision partagée. En ce qui concerne, on va dire, la situation française, c'est un chantier du côté français, la formation à la prise de décision partagée. Il y a ensuite, c'est plus, on va dire, faculté composante dépendant. Chaque faculté va
inclure ou pas. Donc, ça se décide vraiment au niveau de l'organisation des facultés, et notamment des facultés de médecine, mais pas que, puisque c'est tous les professionnels de santé, si elle inscrit ou non dans son programme un module de prise de décision partagée, sachant que ce qui est inscrit actuellement au niveau des facultés de médecine, c'est un module à la relation médecin-patient et à la communication médecin-patient. Après, c'est vraiment une question de volonté individuelle des composantes, que ce soit après, soit en première année, soit dans des années, on va dire, postérieures, à partir du moment, enfin en règle générale, à partir de la 3e année, lorsque les étudiants, on va dire, se spécialisent. Mais comme le disait tout à l'heure Kevin, il y a aussi, on va dire, un aspect un peu carotte et bâton. C'est-à-dire que c'est à partir du moment où il y a une question qui est posée à l'examen national classant sur la prise de décision partagée que l'enseignement, on va dire, devient obligatoire et suivi par les étudiants. C'est l'aspect à la fois carotte et bâton. Et tant qu'il n'y a pas une question qui est à l'examen national classant, malheureusement, l'incitation à inclure des enseignements sur la prise de décision partagée est moindre. C'est dommage, mais c'est un peu comme ça que ça se passe actuellement. On a une question complémentaire. Est-ce que l'infirmier participe à la formation? Quid voilà, des étudiants infirmiers? Est-ce qu'ils bénéficient aussi de ce type de formation? Alors, dans le domaine, moi, je suis moins le cursus des écoles d'infirmiers en France. Ceci étant, dans le domaine de la communication entre la relation soignant-soigné, en règle générale, les écoles d'infirmiers en France sont souvent plus en avance que les composantes traditionnelles de santé, type médecine ou pharmacie. Et dans un domaine aussi qui est très important, que Kevin a souligné tout à l'heure, c'est celui de la prévention. Donc, dans ce domaine-là aussi, très, très clairement, il y a des modules qui n'existent pas encore dans les composantes, on va dire, santé, les composantes universitaires, puisque nous, en France, les écoles d'infirmières ne sont pas sur un régime universitaire. Voilà. Mais ça, moi, c'est uniquement pour le côté, la réponse ne vaut que pour le côté français. Vous complétez? Oui, si je peux intervenir pour compléter. Au-delà de la prise de décision partagée dans le domaine strictement médical, comme je le disais tout à l'heure, c'est surtout une question de culture générale de la pratique du soin. Et donc, dans tous les domaines du soin, depuis la décision médicale jusqu'à n'importe quel acte, et en particulier l'acte infirmier, le recueil des valeurs et préférences patients peut s'opérer. C'est quelque chose qui doit s'instiller et diffuser de façon collective et toucher tous les types de professionnels, d'une part, pour que dans tous les domaines de la relation soigné-soignant, si ce n'est la décision partagée, au moins le recueil des valeurs et préférences patients et une relation plus symétrique se mettent en place. Donc, il s'agit à la fois de travailler sur la formation initiale, mais également sur la formation continue, et ce, dans tous les domaines de la pratique médicale. Et vis-à-vis des infirmières d'annonce, par exemple, est-ce que c'est plus ciblé pour, par exemple, des infirmières d'annonce en cancérologie qui pourraient peut-être utiliser davantage la décision partagée? C'est une question. Oui, mais je suis évidemment convaincu de ça aussi. À partir du moment où une annonce est faite et une décision médicale a été proposée, a été partagée entre le praticien et le malade, il est évident que l'infirmière d'annonce et la consultation longue d'annonce doit s'inscrire dans cette logique-là et doit participer de la même logique d'une relation symétrique. Donc, bien entendu, là, mais pas forcément plus là qu'ailleurs. D'accord. Alors, on a un participant qui nous dit qu'en Belgique, également, la formation infirmière aborde plus ce domaine tout au long du cursus par rapport à la formation médicale, alors que c'est beaucoup plus abordé dans la formation infirmière. Oui, bien sûr.
pour ajouter un point, mais vraiment du point de vue français par rapport justement à la question de la prise de décision partagée par rapport aux infirmiers et infirmières. En fait, le système décisionnel en France est également, je souscris complètement à ce que vient de dire François par rapport à l'infirmière d'annonce. Et d'ailleurs, nous, on l'a bien vu par rapport à la prise de décision partagée en cancérologie, dans le cancer du sein, le fait de faire vraiment équipe avec l'infirmière qui reprenait post-consultation d'annonce toutes les informations qui avaient été données sur les options de prise en charge et le choix finalement, et de l'importance justement d'avoir également ce temps post-première consultation avec une infirmière dédiée. Ceci étant, le système de santé français est organisé de telle sorte que les infirmières n'ont pas de pouvoir décisionnel. Les décisions, elles sont prises dans la relation avec le médecin. D'accord ? Donc, quand on est sur de la prise de décision partagée, la prise de décision partagée, elle se fait vraiment… après, bien évidemment, surtout dans des domaines comme les nôtres, il y a des concertations pluridisciplinaires, etc. Mais les prises de décision, elles se font entre médecins. Après, voilà, le système est organisé de cette sorte-là. Je laisse volontiers François, Christelle, Kevin et notre collègue belge commenter tout cela. Mais c'est pour situer également les niveaux décisionnels. Il peut y avoir échange d'informations, il peut y avoir discussion de la décision qui a été prise, le fait de revenir peut-être avec l'infirmière sur la décision qui a été prise, mais elle a été prise, en tout cas, et en amont. Je peux réagir ? Alors, que pensent nos collègues justement belges et suisses par rapport à cette acculturation, par rapport à ce contexte français? Quelle vision vous avez, que vous pouvez partager de votre côté? Eh bien, je crois que l'effet de la culture sur l'implémentation de la décision partagée est très grand. Et j'en suis convaincue en observant que dans les pays anglo-saxons, on a beaucoup plus implémenté cette façon de communiquer avec le patient. Et je parle alors du Canada, de l'Angleterre, les Pays-Bas, qui parlent d'ailleurs la même langue que la moitié des Belges. Et on voit qu'il y a une très, très grande différence. Et en réfléchissant sur les causes, je crois que c'est comme ça que quand on regarde les différentes cultures, comme décrit par Hofstede, qu'il y a une très grande différence entre la Belgique et les 3 autres pays que j'ai nommés quand il s'agit de la tolérance pour l'incertitude. Et l'incertitude est beaucoup plus présente dans la décision partagée comme décrit dans le modèle de Glynn-Elrod, où on dit il y a plusieurs options, ils sont équivalents, on peut en discuter et on peut chercher ce qui serait le mieux dans votre vie. Et ça, cette expression, en Belgique, il y a beaucoup de médecins qui ne vont pas s'exprimer comme ça pour la seule raison, quand ils font cette expression, ils se montrent comme quelqu'un qui n'est pas compétent, qui n'est pas expert, qui n'est pas spécialiste. Et d'autre côté de la table, le patient va dire « Oh, c'est un médecin incompétent, il ne connaît pas son métier ». Cette réflexion est vraiment très négative pour l'implémentation de ce modèle. Et pour moi, il y a d'autres dimensions dans les recherches de Hofstede. Ils ne seront probablement pas 1 sur 1, mais c'est quand même une explication pour laquelle, pendant les années qu'on connaît ce modèle, qu'on voit tous les Cochrane Reviews qui sont en faveur, que c'est très, très peu embrassé dans notre pays. Et deuxième remarque que je voudrais faire, c'est aussi que quand il s'agit d'implémenter ce modèle, qu'il faut avoir toute l'équipe
sur le même niveau. Le rôle des infirmières, à mon avis, est très important parce que surtout au niveau des hôpitaux universitaires ou spécialisés où on a un patient, un type de patient qui a le même problème de choix, ça vaut la peine d'avoir des infirmières spécialisées au prostate, au cancer du sein pour faire la préparation de l'entretien avec les patients parce qu'on ne peut pas perdre beaucoup de temps dans la consultation. C'est un des facteurs qui est négatif quand on aurait trop de temps pour discuter. Alors, le rôle d'une infirmière qui prépare, il y a de très beaux résultats avec cela aussi. On peut le faire digitalement, que le médecin a déjà sur son ordinateur les questions plus importantes du patient avant que la consultation commence. Donc, là, je crois que le rôle de l'infirmière peut être très, très important. Merci, Kevin. Merci. Oui, peut-être je vais suivre juste après ça. Je suis tout à fait d'accord que la culture est très importante dans ça. Une des choses que je trouve très intéressant, c'est que quand on discute de ça avec les étudiants en médecine, au moins, pour eux, c'est un peu une évidence maintenant que les patients vont avoir leur voix, qui vont participer. C'est vrai que une partie de ça se perd peut-être dans la formation, dans les pressions de temps, dans la manière parfois qu'on enseigne la décision médicale. Par contre, je pense qu'il y a aussi un changement un peu qui est en train de venir, que peut-être est plus tard que c'est venu dans les pays anglo-saxons. Mais je suis assez confiant que ce désir d'avoir le voix patient autant dans la création de filières de soins, dans la création de différentes choses, dans l'enseignement, autant que dans les décisions médicales. Je pense que vraiment, il y a un mouvement maintenant qui est en train de se passer plus dans les derniers, disons, 3 ou même 1 à 5 ans, comme ça, autant que dans les pays anglo-saxons, ce mouvement était déjà très fort il y a peut-être 15 à 20 ans. Donc, moi, je suis plutôt optimiste que même si c'est venu un peu plus tard, que je pense à un de mes mentors, professeur Jacques Cornu, qui lutte beaucoup pour la décision partagée depuis une décennie maintenant, et que je pense que lui, il a eu beaucoup de peine parfois à un peu parler de cette idée, de faire comprendre dans différents services qu'il fallait faire comme ça. Et maintenant, on voit qu'il y a des personnes qui viennent plutôt vers nous en train de demander comment est-ce que je peux instaurer ces choses de décision partagée. L'autre chose, c'est que je pense que nous, avec nos outils d'aide à la décision, ils sont très bien pour certaines choses. Par contre, parfois, ça peut créer l'idée que la décision partagée se passe seulement dans certains endroits des soins très délimités, avec des décisions très claires, avec beaucoup de données derrière, quand en fait la décision partagée se passe quotidiennement dans beaucoup de différentes décisions cliniques. Et je suis tout à fait d'accord que dans la communication centrée patient, nos collègues infirmiers ont des années d'avance sur nous médecins. Je pense qu'eux, ils ont beaucoup plus d'expérience à partager les décisions avec les patients. Je pense souvent quand je collabore avec les infirmiers CMS qui vont dans les domiciles des patients. Eux, ils ont vraiment l'habitude de partager toutes les décisions, tout est une négociation et tout se passe comme ça. Tandis que nous, souvent comme médecins, je pense qu'on est très tard à arriver dans cette perspective. Merci. Alors, la réponse au premier sondage montre que majoritairement, vous pensez que le patient n'est pas assez activement participatif aux décisions cliniques. Il n'y a pas assez de participation du patient dans les institutions. Donc, c'est un constat qui est partagé et qui, du coup, amène à se poser aussi 2 questions que vous avez fait remonter dans le chat. C'est, Kevin, vous avez commencé à aborder ça, c'est pour favoriser cette culture du recueil des valeurs et des préférences auprès des professionnels établis. Est-ce qu'il y a des actions qui se sont avérées intéressantes pour créer peu à peu cette culture?
Qu'est-ce qui a pu être mené dans les établissements? Peut-être aussi, docteur Faure, une expérience aussi. Qu'est-ce qui a pu motiver les professionnels à petit à petit adopter, passer de la réticence a priori à quelque chose de plus… Qu'est-ce qui, de votre expérience, quelles actions on pourrait citer pour favoriser cette culture? C'est une excellente question. Je dirais, je vais peut-être presque passer la parole à d'autres. Je pense que la professeure Van Andenhove a pas mal fait de recherches dans ça, de l'implémentation à plus large échelle au sein d'institutions. Moi, je travaille plus dans la médecine de premier recours, où on essaie de former, de présenter ça aux médecins généralistes. Par contre, la plupart des généralistes sont dans une petite institution qui est leur cabinet. Et nous, on a un peu besoin de les séduire avec nos idées. C'est moins quelque chose au niveau institutionnel comme ça. Donc, peut-être je passe volontiers la parole. Donc, oui, je crois qu'on a la même réflexion. Moi, je crois que ce que vous avez déjà nommé aussi, la législation concernant le droit du patient. En Belgique, cette législation a été renouvelée en 2002 et à ce moment-là, le patient avait le droit sur toutes les informations concernant son problème et à toutes les informations concernant les options qui sont proposées. Mais avant que cette législation, et aussi moi, comme je suis responsable pour la formation en communication, c'était explicitement dans cette loi que cette communication devait être faite dans un langage clair. Aussi très important, on ne pouvait pas donner de mauvaises nouvelles dans une formulation que le patient ne pouvait pas le comprendre, ce qui était en avant le cas, pour éviter la mauvaise nouvelle. Donc là, ça a été très, très important. Mais deuxièmement, je crois que les organisations de soins jouent un rôle énorme. Et ça prend un temps parce que le personnel qui est là ne va pas pratiquer les bonnes pratiques qui sont dans les formations. Sur, par exemple, la décision partagée ou partager la mauvaise nouvelle sur le cancer, par exemple. Les étudiants reviennent souvent après leur stage avec des choses qu'ils ont observées et ils sont dans la confusion parce que là, dans l'hôpital, ils ont vu la bonne pratique qui est en contradiction avec ce qu'on avait comme bonne pratique à l'université. Donc là, il faut avoir une patience. Et troisièmement, je suis convaincue que le fait qu'on a maintenant une ouverture pour toutes les informations digitalement, que les médecins sont obligés d'avoir beaucoup plus de transparence parce que le docteur Google est en permanence présent dans leur consultation et ça leur énerve énormément. Donc, ça, c'est quand même, je crois, une évolution pour tout le monde, non seulement pour les patients, mais aussi pour les jeunes étudiants qui viennent sur les pratiques et qui sont en avant dans l'idée de la transparence. Aussi, les personnes âgées, qui sont un grand nombre de patients chroniques et qui sont dans le cas de traitements compliqués avec beaucoup d'options, c'est un groupe qui est maintenant, quelqu'un de 75, est un baby boomer. Et ça, c'est toute une autre culture que les gens qui étaient 75 il y a 10 ans. Donc là, il y a aussi une évolution dans la culture du groupe cible des patients âgés, qui sont le plus grand groupe dans les hôpitaux. Et ça va aussi faire un turning point, je crois. Mais ce sont des hypothèses qui peuvent nous aider et qui peuvent nous stimuler à utiliser le momentum pour faire l'introduction de ce modèle qui est si important pour une bonne qualité de soins. Oui, Christelle? Oui, moi je vais être un peu plus pessimiste. Je pense que dans mon domaine, c'est vraiment une démarche personnelle pour l'instant. J'espère qu'à
quand les jeunes vont être formés, ça va un peu plus se généraliser. Mais pour l'instant, enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais en France, c'est vraiment chacun fait dans son coin et comme il a appris à faire avec ses méthodes. Et en ce qui concerne le rôle de l'infirmière, nous, c'est vraiment le médecin qui utilise, qui présente les documents. Et le problème, en effet, c'est que c'est extrêmement chronophage, puisque c'est des consultations qui vont durer 30 minutes à 1 heure si on veut vraiment discuter avec la patiente. Et par contre, l'infirmière, c'est ce que disait Nora tout à l'heure, arrive dans un second temps dans le délai de réflexion pour rediscuter avec la patiente, mais une fois que toutes les situations ont été proposées, et dans un troisième temps, on revoit la patiente après qu'elle ait eu un délai de réflexion pour recueillir sa préférence. Donc, c'est vraiment un processus qui demande beaucoup de temps et de l'investissement personnel du chirurgien. Oui, François. Je ne sais pas si vous m'entendez très correctement. Je vais essayer d'articuler malgré le masque. Et pour remettre une petite dose peut-être d'optimisme, on va le dire, même en France, je pense qu'il faut qu'on essaye, pour y arriver, d'activer toutes sortes de leviers disponibles. Un levier vertical qui comprend la loi, qui comprend l'enseignement avec, comme le disait Nora Mounjid tout à l'heure, la carotte et le fait que la prise de décision partagée soit quelque chose qui fasse partie des études et qui fasse partie de l'évaluation des étudiants. Donc ça, c'est quelque chose, j'ai juste pris ces 2 exemples-là de très vertical, probablement. Il y a quelque chose qui relève peut-être davantage de la tâche d'huile, c'est-à-dire de la pratique à partir de praticiens qui sont modélisants pour les autres, comme le docteur Faure le fait, ou comme certains collègues dans mon hôpital le font, et les voisins se disent peu à peu, ça a l'air vachement bien, et je pense il y a probablement de quoi véhiculer cette idée. Les associations de patients sont très très importantes pour faire passer les messages selon lesquels le patient peut être acteur de la décision qui doit être prise avec lui. Et donc, cette montée en charge venant de divers niveaux doit probablement permettre de diffuser la culture et puis peu à peu de lever les freins. En tout cas, on peut en formuler l'espoir. Donc là, ce qui ressort de la deuxième question qu'on vous a posée du sondage, c'est qu'effectivement, la culture de participation du patient n'est pour vous pas assez ancrée dans votre institution. Donc, peut-être qu'effectivement, renforcer la formation des professionnels dans vos structures peut être un levier extrêmement intéressant. Quelques questions sur les outils d'aide à la décision. Donc, peut-être Nora Mounjid pourra aussi répondre. Y a-t-il des outils OS adaptés pour les enfants? C'est une question. On a parlé de différents publics, des personnes âgées. Est-ce qu'il y a des outils d'aide à la décision pour d'autres pathologies? Est-ce que vous pouvez citer d'autres exemples? On est tous convaincus qu'il y en a sur tout un tas de pathologies, mais vous allez peut-être détailler un petit peu plus. Il n'y a pas que le cancer du sein, ça je peux effectivement dire qu'il n'y a pas que des outils d'aide à la décision sur le cancer du sein, mais est-ce que vous pouvez nous dire sur quelle autre pathologie il y en a, où est-ce qu'on peut trouver ces outils? Et puis spécifiquement la question pour les enfants, est-ce qu'il y a déjà des expériences d'outils d'aide à la décision en pédiatrie? Nora, peut-être? Oui, avec plaisir. Oui, tout à fait. Il y a pléthore d'outils qui ont été développés, selon d'ailleurs, tout à l'heure, la question qui était posée, c'était est-ce qu'il existe des critères qualité pour la formation? Et Kevin disait non, pas à notre connaissance, mais pour les critères qualité pour les outils d'aide à la décision, tels que ceux qui ont été présentés par Marianne Durand et Marie Ballier dans la vidéo, il en existe. Ce sont les critères de l'International Patient Decision and Standard Collaboration, les critères IBDAS.
Et en fait, qui sont d'ailleurs en train d'être réactualisés, il y a en fait un répertoire des outils d'aide à la décision qui sont d'ailleurs passés, évalués à la lumière de ces critères qualité, que vous pouvez trouver sur le site de l'OHRI, qui est l'Ottawa Health Research Institute, qui, comme son nom l'indique, a l'avantage d'être situé à Ottawa et donc permet d'avoir cet inventaire à la fois en anglais et en français, donc pour les francophones. Et l'autre avantage, comme je le disais, c'est qu'ils sont passés, ils ont été évalués par les critères IBDAS, et vous pouvez avoir un accès direct à ces outils pour certains, notamment, et la plupart d'ailleurs sont disponibles gratuitement en ligne. Vous pouvez également en trouver pour ceux qui sont plus francophones sur le site de la collaboration Freedom que François Blot vous a signalé tout à l'heure, et la collaboration à laquelle d'ailleurs Kevin et Julien participent. Et il y a un site où on a essayé de commencer à faire l'inventaire des outils d'aide à la décision en langue française exclusivement. Pour terminer sur la question, est-ce qu'il existe des outils d'aide à la décision en pédiatrie? Oui, avec effectivement là des processus d'élaboration qui sont centrés sur les enfants et qui associent bien évidemment les enfants à leur développement avec des tests menés auprès d'enfants, et vous pourrez trouver également ces outils sur les sites que je viens de citer, donc l'OHRI et Freedom. Enfin, François, Julien et Kevin, vous pouvez bien évidemment voilà, on a mis l'adresse web mail dans le chat pour pouvoir se connecter. Voilà. Très bien. Il y avait une autre question, c'est la participation du patient est-elle limitée le plus généralement à l'hôpital? Quid des patients qui ne sont pas hospitalisés? Voilà, est-ce que la décision partagée peut aussi se mettre en œuvre en dehors, hors les murs de l'hôpital, dans d'autres situations? Qui pourrait répondre à ça? Je pense que Kevin a répondu. Ouais, moi, je peux commencer. Moi, je suis un peu biaisé, comme je Avec suis le médecin. micro. Ah, pardon. Je ne sais pas pourquoi. Vous m'entendez maintenant? Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Donc, je disais, je suis un peu biaisé parce que je ne travaille pas à l'hôpital, je travaille plutôt en ambulatoire. Moi, je suis toujours de l'avis que c'est très facile à un peu contrôler les patients quand ils sont hospitalisés parce qu'on leur donne, ils ont peu de choix. Par contre, ce que je pense pendant longtemps, on a toujours appelé le non-adherence, donc le patient qui n'adhère pas à ces traitements. Je pense que de mon avis, ça c'est aussi le patient qui exerce leur choix. Donc, souvent, on dit le grand problème, c'est le patient qui ne prend pas ses statines. Moi, j'essaie toujours de tourner ça en train de dire est-ce que le patient n'est pas en train d'exercer leur choix de prendre ou pas leur statine? Donc, moi, je suis de l'avis que même plus que l'hôpital, la décision partagée se passe en ambulatoire. Par contre, c'est quelque chose que je pense est souvent plus difficile à implémenter de manière systématique parce que les médecins en ambulatoire ont chacun leur cabinet, leur contrôle, leurs patients, et c'est plus difficile de rendre des choses systématiques et de changer d'un coup comment se passe le système de santé ambulatoire. Donc, nous essayerons avec quelques décisions types un peu phares. Nous avons beaucoup passé de temps à l'implémentation de dépistage sur le cancer colorectal en Suisse, d'utiliser ça comme un exemple de décision partagée. Et on essaie dans nos formations des médecins généralistes d'insérer ça le plus possible dans les différentes thématiques pour qu'ils voient au début quelques exemples types, décisions partagées, et qu'ensuite ils arrivent, on espère, à incorporer ça dans leur pratique au quotidien. Merci. Et si je peux juste compléter d'un mot, vous posiez la question tout à l'heure d'autres domaines que la cancérologie, et ça a été déjà un petit peu évoqué, mais il y en a quantité d'autres, que ce soit en secteur hospitalier ou extra-hospitalier. La rhumatologie, par exemple, est un exemple
assez frappant à cet égard. Et en médecine ambulatoire, en médecine de ville, des outils sont développés et des pratiques sont réellement mises en œuvre par certains praticiens sur l'infection des voies aériennes supérieures, par exemple, y compris chez l'enfant, donc en décision partagée avec les parents. Donc, les domaines sont extrêmement vastes. Il n'y a pas véritablement de raison pour que cette acculturation s'applique à un domaine, à un lieu d'exercice de la médecine et pas à l'autre. Un participant demande justement, est-ce qu'on peut utiliser cette approche dans des décisions de poursuite de traitement à visée curative en cancérologie? Il y a certainement l'équivalent pour d'autres pathologies chroniques. Est-ce un cadre où la décision clinique peut être partagée? Je n'ai pas compris la question. Au niveau de la poursuite de traitement à visée curative, dans des perspectives de choix de traitement. Christelle, est-ce que vous voulez… Moi, je dirais que cette technique peut s'appliquer dans la mesure où on a un choix de traitement avec une… Je suis désolée, mais ça résonne. Je dirais, donc, cette technique peut s'appliquer dans la mesure où on a un choix de traitement qui ont des efficacités identiques. Si on ne peut pas discuter, continuer le traitement ou l'arrêter. Par contre, si on a à disposition plusieurs traitements avec une survie identique et une efficacité identique, bien sûr, on va l'appliquer. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Je te remets le micro, vas-y. Je crois percevoir derrière la question celle de la situation palliative ou de la fin des traitements oncologiques et du passage à une situation plus palliative. C'est évidemment quelque chose qui est beaucoup plus délicat et il ne faudrait pas, pour le coup, se retrancher derrière le prétexte de la prise de décision partagée pour proposer à un patient un non-choix. Et effectivement, à partir du moment où les traitements à visée curative, entre guillemets, ou en tout cas à visée d'amélioration de la durée de vie ou de la diminution des symptômes de type chimiothérapie, par exemple, ne sont plus possibles, il ne me semble pas éthique de dire à un patient, mais voulez-vous quand même continuer à recevoir une chimiothérapie si la conviction médicale est celle d'une inefficacité de ce traitement. Donc attention à ne pas étendre non plus trop abusivement ce partage de décision à quelque chose qui serait une aporie et un non-choix. Chantal Vandeneuve voulait aussi apporter sa contribution. Oui, il y a bien sûr beaucoup de situations où on peut utiliser, à mon avis, la méthode de la décision partagée, où il n'y a pas des évidences claires qui peuvent être mises dans un decision aid comme on peut le faire quand il s'agit des problématiques de l'oncologie pour certains cas, hein, un grand nombre de cas. Alors moi, il y a deux exemples que j'ai dans la recherche quand il s'agit qu'un médecin généraliste a quelqu'un devant lui qui a un type de dépression, il veut faire une référence vers un spécialiste. Hein. Ce n'est jamais un moment clair qu'il y a des options avec un decision aid, avec des informations sur les risques, etc. Mais ce qu'on peut faire est quand même balancer les options et les valeurs pour le patient. Hein, un patient peut dire, moi, je ne veux pas aller vers un thérapeute. Non, mais peut-être il y a d'autres choses que vous pouvez faire les 2 semaines suivantes avant qu'on évalue à quelle mesure votre problème s'améliore. Hein. Donc, on peut faire cette analyse et on peut donner des options qui sont en lien avec ce qu'on trouve comme expert. Hein, quand il est certain que quelqu'un est suicidal et qu'il a besoin d'une aide spécialisée psychiatrique immédiatement, c'est aussi un entretien motivationnel. L'objectif est quelque chose d'autre, c'est qu'il fasse cette option parce que c'est la seule qui peut le sécuriser. Mais
voilà, là, on peut quand même utiliser ce modèle pour aider le patient à réfléchir sur des options et à évaluer soi-même. Et ce qui a été le cas dans ma recherche, c'est qu'avant, on a vu que 1 sur 3 patients qui est référé de la première ligne vers un spécialiste en psychothérapie ne va pas être plus longtemps que 3 séances dans la psychothérapie. Il y a un drop-out énorme. Le Shared Decision Making a amélioré ce chiffre. On a pu voir, quand on a fait une décision partagée avec des informations sur les options, avec la possibilité de ne rien faire, etc., ça a été fort mieux. Deuxièmement, dans le cas des soins palliatifs, il y a parfois des crises où on sait maintenant qu'il faut faire quelque chose, anticiper sur cette crise, surtout avec des patients qui souffrent de démence, mais aussi d'autres pathologies. Il y a des membres de famille qui apparaîtront et qui vont dire qu'il faut sauver la vie de ce patient immédiatement, ce qui sera mauvais pour sa qualité de vie quand on le met sur un intensive care unit, par exemple. Donc là, réfléchir sur les valeurs, les préférences des membres de famille, mais aussi surtout ce qu'ils pensent que le patient voudrait qui arrive, ce sont des exercices qui ont une très grande valeur pour faire le meilleur choix. Et là, la recherche pour soutenir les informations est beaucoup plus faible. Merci. Alors, on a plusieurs autres questions et notamment une qui revient, qui est la parole des patients, la place du patient, le rôle du patient partenaire. Ce qu'on peut dire, mais je vais laisser aussi mes collègues s'exprimer sur le choix aussi du programme de laisser la parole à des patients dans la vidéo qui a été faite, notamment avec le docteur Plo, Faure et Nora Mounjid. Il y a dans les participants, on le sait, des représentants de patients, des patients partenaires. Donc voilà, on avait fait le choix de faire un témoignage vidéo et bien sûr, la parole est donnée aussi aux patients partenaires, patients experts. Est-ce que vous avez des expériences sur l'utilisation, la place du patient partenaire dans les structures? On sait qu'il y a un témoignage qui est donné là, au niveau de Bruxelles. Il y a dans les enseignements, il y a des patients partenaires. Est-ce que dans vos universités, c'est déjà le cas ou dans vos institutions? Comment vous voyez le développement de ce réseau de patients partenaires au niveau de l'amélioration de l'implémentation de la décision partagée grâce à ces patients partenaires? Kevin et peut-être Nora ensuite. Donc, je suis content d'essayer de répondre à ça. Je dirais, nous sommes encore en train de vraiment apprendre comment avoir des patients partenaires. Je pense que, et de ce que je vois, il y a beaucoup de différents avis comment mieux le faire comme ça. Une des tensions qu'on a souvent dans ça, c'est le représentant patient expert versus le représentant patient entre guillemets naïf qui amène le côté représentatif de tous les patients. Parce que disons que au moins dans beaucoup de situations, les patients ils arrivent dans une certaine situation pour la première fois, tandis que les soignants ils vivent cette même situation plusieurs fois. Donc certaines fois dans les projets de recherche ou dans des développements de soins, on a envie d'avoir la perception d'un patient qui arrive dans une situation pour la toute première fois, parce que eux ils sont, disons, représentatifs des patients qu'on voit tous les jours. Tandis que dans les forums comme ça, où on désire d'avoir un patient ou un usager qui s'exprime de manière assez poussée de s'exprimer comme usager dans un tel forum, souvent ça nécessite des personnes qui ont une certaine facilité, qui ont une certaine expérience à faire ça. Nous, on commence tout juste dans les derniers, je dirais, 2 ans dans le centre où je travaille à Lausanne,
d'essayer de trouver des personnes qui ont cette motivation, qui amènent cette passion à s'exprimer dans des situations telles que ce forum ici. Et on apprend un peu comment faire ça. Et je pense que dans beaucoup d'autres centres, ils font le même apprentissage. Ce n'est pas la chose le plus simple de toujours faire. Par contre, je trouve que chaque fois qu'on a réussi à le faire, c'est quelque chose de très, très enrichissant. C'est quelque chose qui amène vraiment une grande, une certaine, je ne sais pas le bon mot, mais ça amène une certaine réalité, une certaine qualité à des discussions qu'on n'a pas autrement. Donc, je trouve que c'est excellent. C'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire et que j'espère qu'on pourra faire de plus en plus. Merci. Merci. On a d'ailleurs un témoignage dans le chat de Jocelyne Domer, qui est à Lyon 1, faculté de médecine, qui participe à des enseignements par groupe de 20 étudiants sur l'approche centrée patient avec des étudiants en médecine générale. Et à la fin, l'étudiant se rend compte qu'il est en face de lui un être humain et pas une maladie, dit-elle. Effectivement, merci pour ce témoignage. Nora, quelques mots complémentaires? Simplement, par rapport, enfin, en écho à ce que vient de dire Kevin et également en écho aux commentaires de Jocelyne Demer, en fait, il y a trois situations de partenariat avec le patient par rapport à ce que tu disais, Kevin. Il y a la situation de la recherche qu'on connaît bien, où effectivement le partenariat patient, il se noue dès l'initiation de la recherche, dès le début de la recherche, de manière à fonctionner et développer le projet de recherche avec le patient, de manière à vraiment connaître quels sont les besoins, les attentes des patients et vraiment être sûr que le projet de recherche permettra d'y répondre. Et ça, c'est un partenariat tout au long du développement, depuis le début jusqu'à la fin du projet. Il y a également le partenariat patient dans le cadre des enseignements, et c'est par exemple effectivement ce que Jocelyne Demer soulignait dans le chat, et c'est de plus en plus effectivement des patients, des représentants de patients qui viennent enseigner également le point de vue du patient à des futurs professionnels de santé. Et puis, c'est également partenariat patient au niveau des structures hospitalières, dans le cadre soit des services, et c'est tout à l'heure François Blot soulignait le groupe au niveau Unicancer qui réfléchit notamment au partenariat patient. Donc, c'est une déclinaison partenariat qui est multiple, qui peut se faire dans certains services, qui peut se faire au niveau de la structure, donc de l'organisation. Donc, c'est un niveau, on va dire, plutôt méso, où il va y avoir un groupe de patients qui peut être, soit comme tu le disais, Kevin, soit les mêmes, soit qui peut être tournant aussi, et que l'on va finalement interroger, associer à l'élaboration également de l'organisation hospitalière déclinée dans les différents services. Donc, je pense que le partenariat, il peut se décliner, on va dire, sous ces trois formes, et à chacune de ces formes, finalement, répondre à des objectifs bien précis, tout en étant pertinent à chaque fois et en étant très attendu, bien évidemment. Merci. Alors, on est proche de la fin, mais je vais quand même essayer de poser les ultimes questions qui reviennent, notamment sur, peut-être qu'en conclusion, on pourra revenir là-dessus, sur cette position éthique du soignant devant un patient qui refuse le traitement. Est-ce que ne rien faire, refuser, peut être considéré comme une option à discuter dans la décision partagée ? Qui voudrait répondre à cette question? Moi, je veux bien. Oui. Enfin, l'expérience que j'en ai, c'est notre travail, c'est d'exposer les différentes options thérapeutiques. Et le patient, je pense, a toujours le droit de refuser la prise en charge. Après, nous, notre travail, c'est de lui dire, voilà, si le traitement n'est pas fait, quel est votre risque mais c'est toujours le choix d'une personne de ne pas se faire traiter. Par contre, on doit lui avoir expliqué les différentes possibilités et les conséquences au non-traitement. Mais c'est un choix personnel. Si le patient ne veut pas se faire prendre en charge, on ne peut pas l'obliger. Je pense que... Ça, on ne s'entend pas. Vas-y.
pour compléter ce que vient de dire le docteur Faure, on parle beaucoup du refus des soins, mais les patients ne refusent jamais les soins. Ils refusent éventuellement un soin ou un type de traitement ou un type d'acte de prévention ou un type de chirurgie ou de tout autre traitement médicamenteux. Mais il faut voir derrière ça, outre l'évaluation des vulnérabilités, de troubles psychiques éventuels qui peuvent s'associer à ça et à côté desquels il ne faut pas passer, mais il faut y voir une demande pour proposer autre chose et le proposer différemment et re-rentrer dans ne pas perdre le lien thérapeutique ou le lien, pour reprendre les mots de Jocelyne Domer, d'homme à homme, qui, même si le refus de traitement a été exprimé par le patient, il a probablement besoin et est en demande d'autre chose, et c'est là-dessus qu'il faut retomber. Chantal. Oui. Dans ma présentation, j'ai… Mettez votre micro, oui. On vous entend. Voilà. Oui. Merci. Très bien. Dans ma présentation, j'ai référé aussi vers la campagne de Think Twice. Et c'est une campagne où il y a un grand groupe de médecins qui s'est mis d'accord qu'il y a certaines interventions qui peuvent aussi avoir des effets négatifs et qui stimulent le patient à ne pas intervenir. Donc là aussi, je crois que c'est l'expertise du médecin qui doit être décisive. À quelle mesure ne rien faire ou active monitoring, ça veut dire qu'on va revoir le patient et faire un follow-up du problème, est aussi une option valable et qui a aussi certains avantages. Je crois que c'est aussi quelque chose qui est impliqué dans le modèle de la décision partagée comme décrit dans la littérature. Merci. Alors, on va approcher de la conclusion de ce webinaire avec peut-être une réflexion aussi issue du chat. Est-ce que finalement, c'est pas le moment d'envisager des organisations un peu alternatives de partage de décisions impliquant des professionnels non médicaux, des infirmières, les différents acteurs impliqués pour que la décision partagée soit une affaire d'équipe et dépasse le colloque singulier médecin-patient. Je trouve que c'est une réflexion intéressante. Est-ce que vous souhaitez, Kevin peut-être, et puis en quelques mots, voir comment aujourd'hui on peut favoriser cette culture partagée et que ça devienne une pratique courante dans toutes nos institutions? Merci, c'est une grande question à partager dans quelques moments, mais je pense que dans le travail d'équipe, évidemment, on fait mieux, et c'est aussi d'apprendre comment pas céder le pouvoir, mais c'est aussi apprendre qu'il y a tellement de différentes décisions à prendre à différents niveaux, et que parfois la discussion peut mieux se passer avec différentes personnes dans l'équipe. Nous, à Lausanne, on essaie d'apprendre avec des assistantes médicales comment avoir certaines discussions qui peuvent se passer soit avant ou après les consultations, afin d'avoir un peu plus de temps, peut-être mieux vulgariser certaines discussions. Je sais qu'à l'hôpital, c'est quelque chose qui se fait beaucoup depuis longtemps avec les infirmiers, les infirmières. Et je pense que c'est une partie important de l'évolution aussi de la médecine, certainement. François, tu veux dire un mot? Oui, quelques mots. Conclusion, moi j'ai été interpellé parce que vous disiez, François Blot, dans votre vidéo, qu'on peut peut-être rappeler aussi en propos conclusif de cette décision partagée comme concept universel. On a vu que c'est valable dans de nombreuses situations. Est-ce que s'il y avait un message clé à faire passer en conclusion de cette thématique, qu'est-ce que ça serait pour vous? Alors, un message clé, c'est, je pense que derrière toute
toute relation de soins, et au début de toute relation de soins, il y a avant tout une relation d'écoute et une posture d'écoute. Et ça, c'est probablement une des choses sur lesquelles on a beaucoup à progresser, nous médecins. Vous connaissez la dernière phrase du film de Nanni Moretti, Caro Diario, qui est « Les médecins savent parler, mais ils ne savent pas écouter ». Déjà, si on arrive à se mettre dans une posture d'écoute et de recueil des valeurs et des préférences et des connaissances du patient, on a déjà beaucoup à gagner. Et c'est peut-être le trait d'union, cette écoute, entre la question de la prise de décision partagée dans les domaines de prévention ou de traitement et les situations plus délicates comme les situations palliatives dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça, ce serait peut-être déjà un premier message. Et un autre message qui me tient assez à cœur, c'est que l'expérience patient et la prise de décision partagée, ce n'est pas que pour les CSP+, ce n'est pas que pour les catégories socio-professionnelles de niveau élevé. Il faut s'intéresser dans toute relation de soins, dans toute relation d'écoute et en particulier dans la prise de décision partagée et la construction des outils d'aide à la décision aux personnes dont le niveau de littératie et de numératie est moins élevé que pour d'autres, et construire ces outils avec toutes ces personnes pour que ces outils soient adaptés véritablement à tout le monde. Très bien, merci. Donc, il me reste à vous annoncer quelques infos pratiques. Vous allez retrouver sur le site de Shared Patient Experience la vidéo de ce webinaire. Et puis, je vous rappelle que sur ce site, on m'a posé la question dans le chat. Vous retrouvez aussi les vidéos des différents intervenants avec leurs diaporamas PowerPoint et leurs explications. Plusieurs rendez-vous pour les personnes qui sont de France. Pour poursuivre les échanges, il y a un groupe à Unicancer, donc la Fédération des centres, sur ces questions d'expérience patient et de décision partagée. Donc, vous pouvez tout à fait rejoindre ce groupe en contactant le Dr Blo et Nora Mounjid pour intégrer donc, ces discussions et ce think tank. La prochaine session des colloques de Shared Patient Experience, c'est la session 5 le 20 octobre. Donc, notez, si vous êtes intéressé sur comment intégrer le patient experience dans l'activité non présentielle, on va parler de la télémédecine comme nouveau modèle, est-ce que c'est un nouveau modèle de la médecine et comment on peut mieux intégrer l'expérience patient dans le design des programmes, des instruments et des soins apportés par la télémédecine. Donc ça, c'est le sujet, la thématique du 20 octobre. Il y a également, Nora Mounjid l'a évoqué, le groupe collaboratif Freedom. Vous allez retrouver sur le site Freedom Université Lyon 1 le site internet donc pour les francophones, donc pour toute la francophonie qui souhaite se réunir et qui se retrouve souvent aussi lors de l'International Shared Decision Making Conference qui a lieu tous les 2 ans et dans lequel nous avions pu aussi accueillir à Lyon il y a 2 ans cette conférence. On m'a posé la question aussi de publication de références sur ces thématiques. Donc, vous pourrez retrouver notamment sur le site de la collaboration Freedom un certain nombre de références bibliographiques pour aller plus loin sur ce sujet. Et il est 17h39, donc il me reste à remercier tous les intervenants. Merci pour votre participation. Et puis, passez une bonne fin de journée. Et puis, j'espère qu'on pourra poursuivre ces échanges lors de futurs webinaires. Merci à tous. Merci aux participants d'avoir posé toutes ces questions et suivi cette conférence.